Allô, allô? Allô, allô, allô? Est-ce que vous nous entendez? On n'a pas résolu ce problème de caméra. C'est pas très fun. On va faire au mieux avec Louis et surtout en espérant que ça ne se reproduise plus du tout parce que c'est un petit peu pénible. Voilà, bah bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Vas-y, Louis. Oui, oui, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous voir, enfin, de vous voir. C'est les mauvais, c'est là, de vous entendre ou de vous lire sur cette première conférence en duo. Oh, Et oh, donc, je me présente ou voilà, fais, je fais, peux me fais. présenter, voilà. Donc, mon nom est Louis Sabot. Je suis un ami d'Agathe. J'ai suivi des formations, j'ai suivi la formation de communication quantique et Sécu Point. On s'était connus bien antérieurement dans d'autres séminaires. Je pratique beaucoup de techniques énergétiques, voilà, l'EFT, la méthode des 2 points. J'ai conçu mon propre outil qui s'appelle la réécriture quantique, sans doute une petite, petite intuition d'ailleurs par rapport à la communication quantique. Et voilà, moi, je travaille essentiellement, c'est plutôt avec des femmes 40 ans et plus, voilà, qui se sentent bloquées, stressées, qui tournent en rond et qui ont envie de réaliser leurs rêves avec passion. Et je les accompagne dans cette direction-là. Voilà, Des femmes c'est tout. encore, hein. Souvent des femmes hein, sur l'ouverture. Beaucoup, ouais, les hommes sont beaucoup moins nombreux. On en Alors, trouvera, mais on va y arriver. T'es là d'ailleurs. pas mal. Bon, ça fait un peu podcast notre affaire. Donc, vous pouvez comme ça vous balader avec le téléphone dans la poche. Et bah, écoute, on va s'adapter au format audio. Et la prochaine fois, on espère qu'on aura l'image. Donc, je me présente. Ben, je m'appelle Agathe. Je suis la fondatrice de la communication quantique. J'ai envie de partager, donc c'est peut-être le trait principal de partager avec les gens, de partager les informations. Et l'idée qu'on avait avec Louis, c'était vraiment d'un rendez-vous simple. Bon, alors là, il est vraiment très simple, sans image, mais d'un rendez-vous très simple où on puisse converser, échanger avec vous. Ça veut dire que si vous voulez apporter des précisions, vous me l'écrivez dans le panneau questions et je peux vous inviter et à ce moment-là, on vous entendra et la fois d'après, on vous verra aussi. Et l'idée, ben voilà, c'est faire quelque chose d'assez spontané. Alors, ça peut durer une demi-heure, ça peut durer 45 minutes. Et éventuellement, si on a le temps, s'il y a quelqu'un dans l'assistance qui a un thème qui s'y prête bien, peut-être faire une sorte d'accompagnement en direct avec vous. Voilà. Et puis, c'est une forme de transmission, c'est une forme d'ouverture et d'échange, voilà, sur un mode spontané. Voilà pour cette introduction. Louis, quel était le thème de ce soir? Bah, le thème de ce soir, c'était habitude, routine et répétition. Euh, alors, on a utilisé ces 3 mots pour une raison simple, c'est qu'apparemment, ça fait pas, pour tout le monde, ça fait pas écho de la même façon. Par exemple, si on dit habitude, ça correspond pas nécessairement à ce que pensent les gens. Donc, on a volontairement choisi ces 3 termes pour être sûr que ça parlait à tout le monde. Et j'ai envie de commencer par une petite histoire que certains connaissent sûrement, mais je la trouve tellement croustillante que je peux pas m'empêcher d'avoir envie de la raconter, si tu me permets. Attention à ton micro, par contre. Right. D'accord, je vais essayer de le tenir pour éviter qu'il fasse des siennes. Donc mon histoire, c'est une histoire dans une famille. C'est lors d'un repas dominical et la petite fille observe sa mère. Elle est intriguée parce que sa mère fait un rôti et sa mère a une habitude, c'est qu'elle coupe les 2 extrémités du rôti avant de mettre au four. Mhm. Et puis, la petite fille, bah, elle demande à la mère, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et la mère, elle dit, bah, on a toujours fait comme ça dans la famille, tradition.
et elle s'interroge elle-même, et puis elle va se renseigner auprès de sa mère, donc de sa propre mère, qui lui dit ah bah, c'est une tradition, moi je me suis jamais posé la question, on a toujours fait comme ça. Et puis elle-même interroge sa propre mère, donc on est déjà à 4 générations dessus. On a la chance que l'arrière-grand-mère soit encore en vie pour la démonstration. Et celle-ci, elle dit tout simplement, ben, le fait c'est que le four était trop petit et que le plat à four qu'elle avait nécessitait couper les deux extrémités du rôti Ouais. pour le faire rentrer dans le four. Et il Ouais. a fallu attendre 4 générations pour qu'il y en ait une qui se pose la question de la raison de cette habitude. Donc c'est comme ça que j'avais envie d'entrer en matière parce que je trouve que c'est une jolie illustration. Et si on regarde bien, peut-être nous-mêmes dans nos familles, les uns et les autres, on trouverait des choses un peu équivalentes. En fait, l'habitude, moi ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de bonnes, mauvaises habitudes, mais simplement le fait d'être conscient de ce qu'on fait. J'ai fait tourner une petite vidéo sur le groupe, sur la page communication quantique, et où je rigole et en disant, mais finalement, les habitudes, quand elles sont conscientes, c'est vraiment une aide. C'est-à-dire que là, pour cette grand-mère, sa première habitude de couper le gigot de chaque côté, c'était pour s'adapter au contexte et utiliser le four de manière adéquate. Oui, ça faisait sens. Mhm. Ça faisait sens, voilà. Et le problème, c'est quand à un moment, eh ben, on tombe dans une habitude, ce que j'appelle inconsciente, et, et, euh, et au lieu de nous faciliter la vie, ça nous empêche de voir les opportunités. C'est-à-dire que le contexte a changé, et effectivement, on ne voit plus l'opportunité. Et là, bah, pour le coup, c'est une perte de viande, je n'en sais rien dans la recette, etc. Mais et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, les habitudes, qu'est-ce qu'on a dit, les habitudes, les répétitions et Ouais, les, routine. et les routines, oui, c'est ça. C'est que ben, elles peuvent nous enfermer. Voilà. Et donc, on ne saisira pas toutes les possibilités que nous offre le contexte dans lequel on est. Ça va très très loin. Ça veut dire aussi que par habitude, on peut se mettre en difficulté et dans des états très désagréables de colère, de tristesse, parce que justement, on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Louis? Alors, c'est vrai que ça peut être utile de faire un distinguo avec les addictions qui sont peut-être un petit Ouais. peu à part, effectivement. Voilà, qui ont un aspect, en plus de l'aspect inconscient, il y a quand même l'idée d'éviter une souffrance ou chercher à combler un manque par voilà, on peut appeler ça un mécanisme de défense. Moi, j'aimais bien le terme qu'utilisait Yves Vautier là-dessus, ça me semblait assez juste parce qu'on en avait un petit peu parlé. Et ça me semble assez juste. Je le différencie un petit peu quand même de peut-être d'autres habitudes, voilà, comme l'histoire de couper le rôti. On n'est pas du tout dans le même registre. Bah, si je peux pas me passer d'alcool, c'est parce que voilà, il y a autre chose qui se joue. C'est ça, il y a un cliquet psychique ou physique qui est lié à la survie, à son intégrité, à la survie de son intégrité en tant que personne. Donc peut-être qu'il y a des addictions qui sont des habitudes, par exemple des addictions au chocolat, qui pourraient s'accompagner parce qu'on est à la limite de l'habitude. Et puis d'autres addictions, c'est pas le cas, hein. Ça touche des couches beaucoup plus profondes et là, il y a besoin d'un accompagnement ou d'un substitut. Alors que le principe de l'habitude, c'est qu'on pourrait presque la changer dans la seconde. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Euh, ça dépend peut-être un peu comment c'est ancré. Et alors en plus, moi, ce que j'ai remarqué récemment, parce que je m'étais un peu baladé sur Internet, j'avais découvert une Américaine qui s'appelle Gretchen Rubin et qui a fait tout un travail sur les habitudes et qui arrive à différencier 4 types de personnalités. Alors c'est pas je précise tout de suite, c'est pas un système pour définir des personnalités. C'est vraiment définir des personnalités dans un contexte, c'est-à-dire dans le contexte de tout ce qui est la façon de répondre à des attentes, que ce soit des attentes internes, c'est-à-dire qui viennent de nous, ou externes, qui viennent des autres, de la société ou ailleurs. Et là, elle définissait 4 types qui étaient assez intéressants, je trouvais. Le premier, c'est une catégorie de gens qui se conforment facilement aux règles. On leur demande de faire un truc, ils font le truc. Ça fait sens pour eux. Ils sont capables en plus de s'imposer une règle à eux-mêmes
sans difficulté. Et à mon avis, la plupart des bouquins qu'on voit qui traitent des habitudes, des routines et des trucs à mettre en place s'intéressent à cette frange de la population, sauf qu'il faut savoir que cette frange de la population, elle est minoritaire. Donc c'est un petit peu embêtant. Euh, et alors, ils ont à l'autre côté, à l'autre bout du spectre, ils ont une autre catégorie de gens, c'est les rebelles. Les rebelles qui supportent pas voilà, qu'on leur mette des contraintes et puis qui eux-mêmes respectent pas forcément leurs propres contraintes. Donc ça, c'est encore une autre catégorie assez minoritaire, elle aussi. Puis après, il y a deux groupes qui sont plus nombreux. C'est des gens qui sont des questionneurs. Donc, Ah, pour leur... Pardon? c'est nous. Ça en fait partie, ouais. Qui ont besoin, voilà, pour qu'on leur impose quelque chose ou qu'on leur dise de mettre en place un truc, ben, il faut qu'on leur dise pourquoi. Donc, il faut que ça fasse sens, faut que, voilà, qu'il y ait une raison derrière. C'est pas tu fais ci parce que, voilà, ça marchera pas. Donc, ceux-là, ils ont besoin d'une longue explication, des fois, qu'on y revienne à plusieurs fois. Donc, on trouve toujours des gens, y compris par rapport aux thérapies, qui ont besoin de longues explications avant de s'y mettre, avant de pouvoir entrer dedans. Et puis, il y a une autre catégorie dont il semblerait que je fais partie, ce qui m'amuse, c'est les gens qui ont aucun problème à dire aux autres ce qu'il faut faire, mais qui eux-mêmes, quand ils doivent mettre en place un truc, c'est beaucoup plus difficile et ils ont du mal à se l'imposer. Et comme je fais partie de cette catégorie, je comprends pourquoi. C'est parce qu'en fait, ils ont besoin de quelque chose d'externe C'est ce que j'allais, qui vienne en aide. c'est ce Donc, que j'allais te dire. voilà, enfin, une personne qui va être désignée comme étant voilà, un partenaire, j'appelle ça un partenaire d'engagement parce que le terme anglais accountability partner, c'est un peu dur à traduire. Mais voilà, c'est quelqu'un avec qui on s'engage à faire quelque chose et puis éventuellement dans l'autre sens aussi. Et là, ça peut marcher parce que là, il y a une contrainte externe. Ou alors, ça peut aussi marcher s'il y a une date limite imposée, etc. Là, ça peut faire partie des contraintes. Comme par exemple ce webinaire ce soir. Voilà, tu vois. Donc, il y a ces quatre catégories de gens et suivant le profil, eh ben, en fait, on réagira pas de la même manière à une demande externe d'installer une habitude ou de se conformer à quelque chose. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a effectivement des profils un peu différents parce que on s'adresse pas aux uns et aux autres de la même manière, ou soi-même quand on fait partie d'un de ces profils, bah, faut trouver les leviers qui nous permettent de mettre en place ce qu'on souhaite mettre en place. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le nom de la personne là, que tu as cité, son ouvrage? Alors, elle s'appelle Gretchen Rubin, Robin, Rubin. Rubin. D'accord, voilà. Les gens sont intéressés. Alors, les titres, on les trouvera facilement sur Amazon. Il y a un truc avec les quatre tendances, mais ça, c'est le dernier. Il y en a un juste avant. Alors, le bouquin, il s'appelait en anglais, il s'appelait Better Than Life. Euh, bon, je le retrouverai sans doute, mais voilà, je l'ai pas en tête à l'instant. Écoute, je suis en train de voir si je peux avoir un peu de connexion. Ouais, les quatre tendances, Happiness Project, j'ai pas, je sais pas s'il est traduit en français. Euh, À vérifier. Pour l'instant, je ne le vois pas, mais à vérifier. Ok, et oui, ce qui est intéressant, je voulais rebondir, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est par le regard de l'autre qu'on prend conscience de son habitude. Et c'est vrai que ceux qui me connaissent, je le dis quand on fait les séminaires, mais la conscience existe quand l'observateur s'observe lui-même, tu vois. Et le fait d'avoir quelqu'un d'autre dans ton entourage, ben, ça t'apporte un regard sur ce que tu es en train de faire et parfois te montrer que tu es dans une sorte d'illogisme, d'habitude, qui ne tient plus compte du contexte, que le contexte a changé ou que l'environnement a changé ou que l'habitude n'est plus nécessaire. C'est vraiment à la fois la grande force du couple et de la vie collective en général, c'est qu'on est remis en question constamment versus habiter tout seul. C'est très agréable. C'est facile, mais comme on dit, auprès des personnes qui parfois vivent seules, bah, elles ont des routines. Elles ont des routines parce que personne vient changer cette habitude. Est-ce que tu vois, Louis, qu'on a des questions sur le panel de questions là? alors, juste avant de venir en question, j'ai retrouvé le titre qui s'appelle Ouais. Ma vie en mieux. Ma vie en mieux? Ouais, Ma vie en mieux.
c'est le titre français. Voilà, comme ça. Ok, donc de Gretchen Rubin. Alors pour les questions, quelle différence mettez-vous entre routine et habitude? Qu'est-ce que tu en penses? Une routine. euh, Alors pour moi, ce qui les différencie clairement, enfin à la base, hein, même si une habitude peut être consciente, la routine c'est quelque chose, c'est plutôt quelque chose qu'on aurait. Est-ce que c'est conscient nécessairement? Et j'ai Wikipédia sous les yeux qui dit la routine désigne un ensemble d'habitudes ou l'une d'elles, donc vous voyez c'est pareil, qui évoque la monotonie, l'absence de variété. Voilà, c'est-à-dire que la routine, je dirais que c'est une habitude ou un ensemble d'habitudes qui sont déjà conscientes puisqu'on les a appelées routines. Hein, donc on est déjà conscient qu'on met son assiette sur la table à 19h, la fourchette à gauche, le couteau à droite. Voilà. Oui, en C'est ce moment, il y a en plus tout un phénomène sur ce sujet-là, hein, sur les routines du matin. Le bouquin de Hal Elrod, cet Américain qui a écrit le Miracle Morning, je crois que c'est même pas traduit dans la version française, ils ont gardé le titre anglais, où le gars, il a mis en place un système où il a six choses qu'il met en place le matin, les unes à la suite des autres. Il y a de la méditation, il tient un petit journal, il fait un peu d'exercice. Qu'est-ce qu'il fait encore? Je sais qu'il y en a bah, six, mais je ne sais plus les six en tête. c'est ce que dit Katrina. Elle dit que c'est le côté traditionnel. Et ce côté traditionnel, finalement, il est sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a une part d'habitude où c'est on ne voit pas que le monde a changé ou que nous-mêmes nous avons changé. Et il y a une part aussi de sécurité. Donc pour ceux qui ont des habitudes, qui connaissent ces habitudes, qui sont conscients de ces habitudes, vous n'arrivez pas à les changer, bah, demandez-vous si ça ne touche pas à la sécurité chez vous. Hein, première piste, tout bêtement. Quand on est en sécurité, c'est un peu compliqué de changer les choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on Après, pourrait il y a, faire? Ouais. après, il y a aussi un autre facteur, parce que Gretchen Rubin elle en parlait, ça me semblait faire sens, c'est qu'il y a aussi, euh, par exemple, ces fameuses routines du matin. Euh, pour certains, ça peut être un enfer. Par exemple, pour des gens qui sont plutôt des oiseaux de nuit, il y en a certains, ça serait peut-être carrément pas possible à faire, quoi, parce qu'ils ont leur moment de performance mentale ou créatrice qui viennent à un autre horaire de la journée, et pour eux, ben, ça collera pas. Donc, ce qui me semble important aussi quand on prend ce genre de bouquin ou qu'on essaie de modifier les habitudes, c'est de voir quand même Globalement, se bien connaître sûr. un petit peu et voir connaître ses rythmes pour pas faire des choses qui soient complètement qui aillent à l'encontre de qui on est, quoi, complètement. Mais le principe, c'est ça, c'est faire les choses en conscience. C'est pas de Oui, changer une habitude par une conscience. autre, c'est d'être conscient. Oula, on a du mal avec ton micro. Et en même temps, une habitude consciente, elle est complètement OK. Il y a pas de souci. Au contraire, comme je disais dans la vidéo, c'est un gain de temps, un gain d'énergie. Il y a pas de souci à mettre des habitudes régulières mais conscientes, sachant que si on en est conscient, c'est qu'on est capable de faire le choix de la modifier n'importe quand. Voilà, à mon sens. D'ailleurs, il y a la question d'Audrey qui dit pensez-vous qu'il soit utile de mettre en place des routines du matin avec les enfants? Bah, Audrey, oui. Si elle est consciente, si tu es capable de changer cette routine parce que tu te rends compte que un matin du 8 décembre, ton fils a passé une étape et qu'il est beaucoup plus autonome, donc que ce jour-là, c'est peut-être plus la peine que toi tu l'habilles parce qu'il est capable de s'habiller tout seul, il n'y a pas de souci. Et en plus, chez les enfants, ce système de routine consciente, mais encore une fois, le mot routine, c'est un ensemble d'habitudes qui évoque la monotonie. On en est conscient, quoi, quelque part, hein, sur les routines. On en parle, c'est monotone, mais ça rassure les enfants. Ça leur donne un cadre et une structure. Euh, L'habitude d'appuyer sur l'embrayage pour passer la première, c'est une habitude, mais si vous ne faites pas ça, la voiture ne démarrera jamais. Donc la question ce soir, c'est pas de dire les habitudes sont mauvaises, c'est de dire à nous de les rendre conscientes
ou à nous de devenir conscients d'une habitude qu'on a mise en place et qui n'a plus rien à faire dans notre vie. Ou alors que cette habitude, bah, moi j'ai évolué, donc l'habitude voilà, n'est plus nécessaire. Voilà. Pour nous, Oui. c'est. Sur les enfants, moi, j'en verrais peut-être. Alors bon, après, c'est à chacun de juger de l'intérêt, mais par exemple, par rapport au sommeil, de prendre des habitudes le soir, notamment, par exemple, d'éteindre les écrans 1 heure minimum avant l'heure de coucher, parce qu'on sait que les écrans, ça gêne au niveau de la production de la mélatonine, donc du sommeil, etc. derrière. Donc, si on peut éteindre les écrans 1 heure à 2 heures avant, si on peut éventuellement avoir des activités un peu calmes et détendues, je sais pas, leur lire une histoire, enfin, je vois pas de gamins qui soient, enfin, je connais pas beaucoup de gamins qui ont l'air contre qu'on leur raconte une histoire. Et voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut avoir envie de mettre en place et puis qui vont les aider par rapport au sommeil, par rapport à l'école, etc. et qui leur feront du bien. Après, voilà, c'est à chacun d'adapter, mais il y a sans doute des choses qui peuvent être utiles à mettre en place et bénéfiques pour les enfants, quoi. Conscient, tu fais un choix. C'est vraiment la Oui, grosse bien sûr, différence. bien sûr. Ouais. Il y a Céline qui disait il y a des habitudes liées à la loyauté familiale, c'est plus complexe à changer ou pas. Euh, Céline, on n'a pas de réponse à cette question. Ça dépend de l'habitude, à quelle loyauté elle est liée. Ça va dépendre, toi, du choix que tu fais. Je dirais que peut-être sur l'habitude, étant donné qu'elle peut être ancrée de façon très consciente, alors bien sûr, elle peut se transformer d'un coup, et peut-être que là, c'est rigolo, mais on va demander à cette volonté qui est la nôtre et que parfois certains décrient, oh là là, il y a trop de volonté, oh là là, il y a trop d'ego, oh là là, il y a trop de mental. Mais c'est là où la volonté, le mental, etc., vont venir rééquilibrer l'inconscient pour aller vers quelque chose de conscient. Donc on va mettre en place, il faut qu'il y ait vraiment un choix, un désir parfois de changer ses habitudes. Mais après, sur les loyautés familiales, c'est comme le chocolat. Ça va dépendre ce qu'il y a derrière, ce que tu mets dedans, jusqu'où tu as envie d'aller, quel est le bénéfice secondaire. Donc ça, c'est des pistes que vous pouvez explorer. C'est finalement quel est le bénéfice secondaire de mon habitude. Ah, elle me permet de gagner du temps. Ah oui, c'est intéressant. Mais si ce temps-là, c'est ensuite pour passer 2 heures de plus sur votre téléphone portable à jouer, posez-vous des questions. Voilà, c'est toujours pareil, ça veut dire un regard global. Hein. J'en profite pour rebondir sur la question de la loyauté parce que, je sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais fait un petit texte où il était question de ça. Et Ah non, pour je... moi, c'était un truc absolument inconscient. Donc, effectivement, du coup, quand il y a une histoire de loyauté, ça peut être utile de passer par une phase de communication quantique pour déjà pour le mettre à jour et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, dans un premier temps. Parce que moi, il y avait quelque chose de l'ordre du conformisme dans lequel je me suis coulé. Et il y avait il y avait une loyauté familiale. En fait, c'est un texte que je t'ai fait en communication quantique oui, il y a 3 semaines, et donc tu valides l'info. Je Tu as valide compris ce que... Ah, génial. Ah, super. moi, je peux le partager, donc j'ai pas de, enfin, ça me gêne pas. Il y avait marqué loyauté dans la famille, respecter l'autre bien plus que soi-même. C'était une obligation pour faire taire les rumeurs. Et t'as trouvé ce que ça voulait dire. Je vois à peu près à quoi ça peut correspondre. Alors, j'ai pas toutes les infos familiales là-dessus, parce que le grand-père paternel, voilà, je l'ai pas connu ni rien. Mais je savais que ben, il était alcoolique, il battait sa femme, quoi. Donc, Ah, ouais, ouais. il pouvait y avoir une façade et puis un côté respectable. Eh oui. Et là, en fait, ce qui s'est passé, donc ça, moi, je vous le ferai parce que la communication quantique est vraiment mon terrain de prédilection. Donc, quand on aura des gens qui posent des questions, qui ont besoin d'un coup de pouce, peut-être, Louis, moi, je passerai en communication quantique pour avoir des infos complémentaires à celles que tu as. On verra comment on s'intercale tous les deux, Mhm. en temps et en heure, mais du coup, on pourra peut-être jouer comme ça pour essayer de trouver. Ben là, sur les habitudes, elles peuvent être conscientes, elles peuvent être inconscientes, elles peuvent être liées au transgénérationnel, elles peuvent Oui. être liées à un besoin physique ou physiologique. Alors, c'est vrai que l'habitude qu'on va prendre à 12 ans, c'est peut-être pas celle qui est à garder quand on en a 35, mais le principe de l'habitude, c'est qu'elle peut provenir, prendre racine dans différentes strates de qui nous sommes. Voilà, l'inconscient, l'ego, etc. Donc c'est plus facile quand on a révélé
quand on a révélé la racine de l'habitude, c'est un peu plus facile de l'accompagner avec des outils adéquats, que ce soit des exercices, que ce soit de l'EFT, que ce soit des techniques d'hypnose. On va vraiment pouvoir adapter la technique au niveau de l'accompagnement de la personne. Ça, c'est vraiment super important. C'est pour ça que toutes les techniques, d'ailleurs, ne fonctionnent pas pour changer certaines habitudes. C'est que parfois, il manque la racine, on ne va pas la chercher au bon endroit, quoi. La peur, alors c'est Evelyne qui dit la peur aux zones de confort peut créer des routines ou des habitudes limitantes. Et oui, bien sûr, parce qu'on est encore sur le respect de l'intégrité ou de l'intimité de la personne. Donc, s'il y a peur, elle va mettre en place une habitude pour se mettre en sécurité. Hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la zone de confort, c'est pareil, c'est ce que moi j'ai appelé le bénéfice secondaire. C'est-à-dire que quand vous avez une habitude, bah, y a un bénéfice, mais à un moment, interrogez-vous sur ce bénéfice. Voilà, c'est pour gagner 2 heures et passer 2 heures en jeu vidéo. Bah, peut-être que le mieux, c'est de changer l'habitude de départ pour aller vers un autre type d'expérience. Voilà, Louis, je te laisse répondre. Il faut une préparation au changement, Catherine nous dit. Ça s'organise effectivement par rapport, je pense, aux résistances. Pour certains, oui, pour d'autres, ça serait peut-être pas nécessaire. Voilà, ça va être encore vraiment quelque chose d'assez personnel, quoi. Micheline nous dit une habitude peut être liée à un conditionnement. Bah oui, bah oui. Et bah, comme le poulet, ton gigot tout à l'heure, Ouais. c'est un conditionnement familial. Alors, dans les personnes qui sont présentes, est-ce qu'il y en a une qui a une habitude et qui voudrait qu'on en parle ou avoir des pistes? Si c'est le cas, vous avez le panneau de questions, vous me faites signe, vous nous faites signe à Louis et moi, et on vous donnera la parole. C'est-à-dire que on vous verra pas, parce qu'on n'a pas d'image cette fois-ci, donc je vais appeler GoToWebinar juste après la rencontre. Mais au moins on vous entendra. Hein, voilà. En attendant, Louis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon, j'ai préparé un ou deux petits trucs. Oui, c'est-à-dire que sur la question des routines, Hein. c'est vrai qu'il y a un côté intéressant dans les routines pour les gens pour qui, par exemple, le démarrage le matin, c'est difficile, où ils ont tendance à avoir des sautes d'humeur ou des choses comme ça. Et mettre en place des routines, du coup, ça peut peut-être faire basculer cet état d'esprit, cette chose-là. Ça peut aider aussi au niveau de la productivité. Ça, je pense que ça me semble assez clair aussi, parce que déjà, vous êtes dans un état d'esprit bon, beaucoup plus favorable. Et puis, il y a un intérêt aussi que je trouve intéressant, c'est par rapport à la volonté. Ouais. Quand vous avez, parce que quand on a besoin de faire appel à la volonté, c'est pas facile. C'est une énergie qu'on a en quantité limitée. Or, l'avantage des routines, si vous enchaînez, par exemple, je mets un truc vraiment au hasard, vous faites une méditation, un petit exercice physique et puis une méditation, euh, un peu d'écriture. Comme vous les enchaînez les unes après les autres, vous avez, après, au bout d'un moment, vous n'avez plus à réfléchir qu'est-ce que vous allez faire dans quel ordre. Et du coup, vous vous conditionnez et vous vous mettez dans un état où vous n'avez pas à vous forcer à faire chaque chose, etc., individuellement. Elles sont mises bout à bout, donc c'est plus facile. Et au bout d'un certain temps, alors il y a la fameuse histoire des 21 jours, mais ça c'est une vraie ânerie. Ça ils l'ont vu, ça a été testé. Il y a eu des tests un peu plus fouillés parce que 21 jours c'était vraiment un peu le minimum syndical. Mais en fait, la moyenne elle était plutôt aux alentours de 66 jours et pour certains c'était 3 mois. Et encore une fois, suivant le type d'habitude, si c'est d'apprendre le chinois ou ou d'éviter, je sais pas, de mettre du sucre dans son café. Enfin, je sais pas, je fais un truc de cet ordre-là, mais suivant la complexité de l'habitude qu'on souhaite à mettre en place, ça requiert pas évidemment la même durée pour l'installer et en faire un automatisme. Parce que voilà, l'intérêt de la routine, c'est quand même, c'est ça, c'est l'automatisme. Hum, hum.
important. Alors, il y a Katrina qui nous dit, mon habitude, c'est de toujours vouloir tout faire moi-même. Qu'en pensez-vous? Alors, peut-être qu'on pourrait inviter Katrina, qu'elle nous explique. Ça peut être une habitude, comme ça peut ne pas être une habitude de tout vouloir faire soi-même. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on invite Katrina à nous rejoindre. J'espère qu'elle aura un micro ou un casque, peut-être pour nous expliquer et voir un petit peu. Donc, Katrina, j'ai activé votre son. Est-ce que vous nous entendez? Allô? Katrina? Ça dépend du matériel que les gens ont. Katrina, Katrina, j'ai activé votre micro. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous avez un casque, un micro-casque? Parce que je crois que sur les tablettes, tu sais, il n'y a pas de micro extérieur. Donc, si tu n'as pas de micro-casque, on ne peut pas entendre. Tiens, ça fait partie des choses qu'il faudra peut-être qu'on dise aux gens, éventuellement, Oui. s'ils veulent participer, de se munir d'un micro-casque. Alors, Katrina, on va attendre 2-3 minutes et répondre aux questions. Si vous avez un casque de téléphone pour brancher sur votre tablette, ça sera parfait. Louis, je te laisse lire un petit peu les questions. Si tu as envie d'y répondre. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'aimerais bien revenir sur cette question, sur ce sujet dont elle vient de parler. Katrina, c'est ça? Oui. Voilà. Euh, pour moi, c'est pas de l'ordre de l'habitude, c'est de l'ordre de la croyance. C'est-à-dire que je crains qu'il y ait quelque chose de l'ordre de, voilà, soit c'est, parce que c'est souvent le cas. C'est-à-dire que si on regarde un peu dans les générations, j'inviterais Katrina à se demander, en regardant papa, maman, éventuellement plus haut, est-ce que j'ai des profils qui sont de ce type-là? Ou c'est je dois tout faire moi-même parce que sinon ce sera pas bien fait, ou un truc de cet ordre-là. Il y a des chances que ce soit dû à ça. Après, il y a la question d'est-ce qu'on est perfectionniste, voilà. Il y a un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais moi, bien souvent, j'ai quand même le sentiment que ça peut être de l'ordre de la croyance. Et comme les croyances, c'est comme les habitudes, ça peut aussi être changé. Après, il faut arriver à amener la personne à voir qu'il y a peut-être d'autres possibilités que cette issue-là, que de tout faire soi-même, et puis de voir que voilà, en collaboration, ça peut être sympa. Là, par exemple, Gat et moi, on est en collaboration. Elle fait pas tout toute seule. Ça la soulage peut-être un peu. Ça lui donne un peu de répondance. Ça égaye un peu le truc, quoi. Enfin voilà. Et puis pour vous aussi. Voilà, on pourrait trouver sans doute 1000 exemples dans la vie où c'est intéressant d'avoir une collaboration. Et puis même, on pourrait même regarder aussi dans la nature, à quel point la nature fonctionne aussi en collaboration. On a découvert avec l'histoire des arbres qu'ils dialoguaient entre eux par les racines, ils s'apportent des nutriments. Enfin bon, c'est un monde inouï. Là, pour le coup, il y a une très forte collaboration. J'ai envie de dire, et fidèle à moi-même, bon alors Katrina a un kit main libre mais qui ne fonctionne pas. Donc on va avancer comme ça. Euh, Dans l'habitude de vouloir tout faire soi-même, on pourrait cette habitude la décomposer peut-être en une série de causes racines, mais elles sont toutes équivalentes. Par exemple, on pourrait aller regarder dans la petite enfance, est-ce qu'elle était seule dans la famille? Est-ce que, bon là, ça aurait été mieux qu'on ait le micro, mais est-ce qu'elle était seule? Effectivement, c'est pas une habitude, c'est pas une habitude de faire soi-même, c'est que bah, toute petite, le contexte faisait que de toutes les manières, il n'y avait pas d'autres enfants dans la famille, donc j'étais seule. Ou alors j'étais la petite dernière. Ou alors, allez, je m'en doutais un peu. Famille nombreuse, oui, famille nombreuse, il y a un moment, quand on arrive à l'âge adulte, on a tellement été parfois envahi avec plein de gens. Alors je dis que je m'en doutais parce que je voyais Katrina avec tout plein de monde autour. Que parfois on est tellement heureux enfin d'avoir un espace à soi, mais que c'est très agréable. Et que finalement refaire avec plein d'autres, c'est se remettre dans la famille suivant la place où on était, etc. On pourrait imaginer que faire, mon habitude, c'est de vouloir tout faire soi-même. Ça peut être aussi une tendance au perfectionnisme. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part. Il y a des gens qui aiment que les choses soient faites correctement. Donc là, ça pourrait être une piste de regarder qu'est-ce que ça veut dire correctement. Correctement pour qui? Par rapport à qui? Dans quel contexte?
Après, moi j'aime beaucoup aller demander aussi c'est pas la mission de vie, mais le potentiel de chacun. Il y a des gens qui sont faits pour travailler, pour avancer seuls, parce que ce sont des précurseurs, ce sont des innovants. Et c'est ainsi que quand on a accès à ce genre d'informations, alors c'est vrai qu'avec la communication quantique, c'est un peu plus facile, et ben, ce qu'on pensait être une habitude, être une routine, être quelque chose à transformer, et ben on se rend compte que pas du tout. Voilà, Catherine a dit, je suis plutôt novatrice et au perfectionnisme. Mais là, ça pourrait mériter de creuser un petit peu en se disant, mais ça se trouve, vous êtes totalement juste dans cette façon de fonctionner. Et donc, ça donne que de passer d'un ouïouïouï, je fais tout moi-même, c'est pas cool, je suis pas avec les autres, à ok, je prends cette responsabilité, je prends conscience ici et maintenant que ce fonctionnement, c'est le mien et qu'il est juste. Et que effectivement, à partir du moment où il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir pour faire avec les autres, ben, vous le ferez tout de suite. Parce que vous saurez que là, c'est plus l'environnement d'être novatrice et perfectionniste. Là, il faut qu'on passe à l'étape d'après. Et donc, on devient beaucoup plus cool dans la relation aux autres, hein, quand on a l'habitude de faire soi-même. Et là, on ouvre un peu les possibilités, sachant qu'à tout moment, on peut dire stop, c'est plus mon élément. Et ça va donner quoi? C'est qu'au lieu d'être dans une habitude de tout faire soi-même et à la limite même de contrôler les autres, au contraire, on va avoir une habitude de faire soi-même. Et à un moment, quand on transmet le projet, il y a une période de faire ensemble, et on est beaucoup plus facilement capable, quand c'est conscient, de lâcher prise sur le projet qu'on a peut-être initié en tant que novateur. Hein. Donc voilà l'intérêt de vraiment devenir conscient de l'habitude, c'est que ben, on ne va pas tout jeter, le bébé et l'eau du bain avec, parce que dans l'habitude, il y a peut-être une part de vérité qui nous correspond. Et encore une fois, euh, poser les mots dessus et comprendre ce qu'on fait, bah, ça facilite notre vie, on gagne de l'énergie et dans le rapport aux autres, bah, on gagne du temps et de l'énergie aussi. Et bizarrement, on a des projets qui fonctionnent quand même beaucoup mieux et beaucoup plus vite et avec un minimum d'énergie. Voilà ce que je voulais dire. Donc, Katrina nous dit merci beaucoup. On fait comme on peut, Katrina. On n'a pas d'image et là, on n'a pas de son. Hein, mais on a été innovant. Qu'est-ce que tu en penses, Louis? Ouais, moi j'ai envie de rajouter une petite chose par rapport à ça, c'est de se poser la question sur parce qu'il n'y a pas de, enfin je sais pas, moi j'ai pas de jugement par rapport à faire tout seul ou faire avec d'autres. Il y a des circonstances qui sont valables pour l'un ou pour l'autre, mais se poser surtout la question du est-ce que c'est une souffrance pour moi? Parce que si c'est une souffrance par moment de faire tout seul, à ce moment-là, effectivement, là se pose la question du ça peut peut-être être utile d'essayer d'aller vers le changement. Je voyais la question de la confiance qui est venue à un moment. Il y a peut-être une thématique à travailler sur le sujet. Ça peut être, voilà, ça peut être intéressant d'aller fouiller là-dessus, sans même vouloir forcément renverser, enfin mettre le monde la tête à l'envers, mais ou faire un changement radical. Mais s'il y a une thématique, par exemple, sur la confiance, qui serait bien de, voilà, j'ai du mal à faire confiance aux gens, ou pour une raison ou pour une autre, d'aller peut-être chercher dans le passé, qu'est-ce qui fait que où est-ce que ça a basculé, etc. Et peut-être pour rétablir ça, et ça peut être une piste utile. Voilà. Quels outils, toi, tu utiliserais dans ces cas-là? Moi, j'utilise le mien à ce moment-là. J'utilise la réécriture quantique sur la question de la confiance. J'essaierai de voir s'il y a un événement ou des événements qui correspondent à, voilà, j'ai perdu confiance dans les autres. Il faudra que tu nous expliques ce que c'est que l'écriture Oui, quantique. j'expliquerai un petit peu. En fait, c'est un objectif tout simple. En fait, c'est de prendre un élément qui est l'élément d'origine, la cause, et de faire en sorte que, en travaillant sur toutes les émotions qu'on a vécues à l'époque, hein, pas à l'âge adulte, mais qu'on a vécues à Ouais. l'époque, de les transformer radicalement, voilà, d'apaiser toutes les émotions pour que l'événement soit vécu de manière complètement différente et en ce sens réécrit. C'est ça que j'appelle, c'est là que j'utilise le mot de la réécriture. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on le travaille. On est en état modifié de conscience, donc on le travaille au moment où on l'a vécu. Donc si c'est un truc, comme je le citais encore aujourd'hui, enfin le week-end dernier, le père qui était venu que pour une consultation pour son fils qui était pris de crise de panique à l'idée d'aller à l'école. On s'est aperçu qu'il y avait un problème lié à l'abandon chez le père.
Mmh. Et chez le père, il y avait un événement qui remontait à ses 3 ans où il avait été abandonné sur le bord de la route par ses parents. Un petit moment, hein, il devait faire la foire sans doute dans la voiture. Les parents n'ont rien trouvé de mieux que de le planter là et revenir un peu plus tard. Mais bon, en attendant, son petit syndrome d'abandon, lui, il l'avait chopé, quoi. Il n'y avait pas de Mmh. problème. Donc on a été travailler avec l'enfant de 3 ans. C'est un intérêt particulier, c'est-à-dire que comme l'adulte qu'il est, ben, il lui manque plein d'informations, il y a des éléments qu'il a zappés, les perceptions à 3 ans et à 40 ans et plus sont pas les mêmes. Enfin voilà, donc en le travaillant de manière complète à ce moment-là, on nettoie tout le problème, mais à la fois non seulement chez lui, mais aussi chez son fils et chez les enfants de son fils. Enfin voilà, puisque maintenant on sait que les stress, les gros événements stressants se transmettent de génération en génération via l'ADN. On a des preuves maintenant, on a même des clichés quand on fait des graphiques de l'ADN, on peut voir des marqueurs de stress qui se répètent de génération en génération. Alors là, vous avez l'excellente conférence, je ne sais pas si je ne l'ai pas mis sur ma chaîne YouTube, de Boris Cyrulnik à la Maïf, qui doit dater d'il y a 4-5 ans, et où il parle en disant que ce n'est pas l'événement lui-même qui est transmis de génération en Oui. génération, mais l'impression de l'événement ou le ressenti de l'événement qui se marque, oui, dans l'ADN, dans le junk ADN, dans l'ADN, tout ce qu'on appelle épigénétique, mais dans ce qui est autour des hélices. Et c'est ce Oui, c'est une marqueur-là. empreinte. Ouais, moi, je prendrais le jargon énergétique, je dirais que c'est une empreinte énergétique, parce Ouais. qu'effectivement, des fois, ça se balade de génération en génération, et puis les générations précédentes elles ont évidemment disparu, l'événement a évidemment disparu, mais voilà, sur des histoires de viol, pour pas les nommer, c'était très net, on remontait très loin, quoi. Là, si on parle de ce monsieur par rapport à l'abandon, on Mhm. pourrait dire qu'il a créé une habitude d'abandon dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que quelque part, à chaque fois qu'il y a un événement, quel qu'il soit, il avait pris l'habitude de le teinter du mot abandon. Donc, par exemple, maman va faire les courses. Si tu n'as pas cette habitude, bah, elle va juste faire des courses. Mais si tu es imprégné de l'habitude abandon, ça donne oh, maman m'a abandonné. Elle aurait dû être là, m'aider à faire les devoirs. Et c'est ce que moi j'appelle les paires de lunettes. La paire de lunettes, c'est qu'on prend l'habitude de regarder la vie sous le prisme de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice, toutes ces blessures de l'âme. Mais c'est une habitude. Et quand vous redevenez conscient que vous avez pris l'habitude de regarder chaque événement de votre vie avec un thème, bah, bizarrement, vous allez vous rendre compte que vous créez une histoire. C'est comme ça que j'ai des gens en séance qui me disent, par exemple, oh, mon dernier compagnon m'a encore quitté, j'en ai marre, je suis toujours sur la même histoire. C'est habituel, c'est toujours les mecs qui me quittent. Et dans le texte de communication quantique sort, donc c'est la personne, ça parle en jeu, hein, c'est moi qui écris, mais c'est le jeu de la personne, c'est sa vie. Et ça sort, ah mais pas du tout, j'ai tout fait pour qu'il s'en aille. Et là, je me retourne vers la dame, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et elle rigole, elle me dit, mais c'est vrai, je m'en étais pas rendu compte. Donc, tu vois, Louis, les gens ont pris l'habitude de voir leur vie avec un prisme. Mais quand tu le regardes, tu peux mettre un autre prisme. Je lui ai dit, mais finalement, cette histoire du monsieur qui est parti, de votre compagnon qui est parti, vous auriez pu me dire la même chose en disant, j'ai été humilié, il m'a quitté. Vous auriez pu me dire, oh mon Dieu, j'ai été trahi, il m'a quitté. C'est juste que votre histoire est arrivée à la fin, que en plus vous l'avez gentiment poussé dehors, mais en réalité c'est une habitude de regarder votre vie sous le prisme de l'abandon. Et là tu peux être sûr que au boulot ils sont tout le temps abandonnés, à la maison ils sont tout le temps abandonnés. Enfin dès qu'ils rencontrent une personne et qu'il y a souffrance, forcément ils sont abandonnés. Tu vois? Ouais, et puis ça complique singulièrement voilà, la vie de couple, la vie familiale, ça peut être la vie au boulot, enfin, c'est dans tous les domaines, ça se ressent. Et quand ça se L'habitude. balade de génération en génération, là, c'est un peu Ah terrible. ben oui, tu le transmets aux enfants. Tu t'es teinté d'abandon, ben, l'enfant le ressent, ça devient ah mon Dieu, si maman pense que je vais l'abandonner, si je m'en vais, elle va penser que je l'abandonne. Ah non, ça veut dire ça, abandonner. Bon, et puis il va faire, ou alors il va faire l'inverse, mais c'est pareil. Que j'abandonne ou que je sois abandonné, c'est pareil.
C'est l'autre côté C'est la même racine. C'est la, ouais, c'est la même pièce, les deux faces de la même pièce. Et donc, c'est comme ça, souvent, je ne sais pas, toi, ce que tu as rencontré, moi, souvent, je me rends compte qu'il y a la génération qui a abandonné, donc j'abandonne mes enfants, et au contraire, mes enfants, eux, vont vivre un hyper-attachement pour ne pas abandonner à la génération suivante, Un et excès on a, inverse. Mm. voilà, on a une bascule comme ça qui se fait de génération en génération, Tout à fait. euh, et donc ça donne, d'ailleurs, ça donne le truc, l'attachement à mes enfants qui donne une forme de contrôle, en réalité, c'est la peur de l'abandon qui est derrière. Donc, faut un peu, dans les habitudes, faut un peu de temps en temps décrypter, aller à la racine, hein. Elle n'est pas toujours là où vous pensez qu'elle est. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer de la meilleure façon, euh, peut-être de reconnaître une habitude? On en a donné une au début qui est déjà d'aller se mélanger et de vivre avec les autres. Déjà, il n'y a rien de mieux. Mais qu'est-ce qu'on pourrait suggérer encore sur les habitudes? On peut demander l'aide de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur pour avoir Regard extérieur, ouais. un regard extérieur sur, voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu remarques que je fais, qui seraient, Inconsciente. néfastes, inconscientes, Qui n'aurait pas néfastes, de logique. ou pas saines, ou pas logiques, ou pas, enfin, Ouais. Euh, il y a pour certains, je sais que par exemple moi c'est mon cas, j'ai un questionnement intérieur qui est très très fort. C'est-à-dire que tu vois, j'ai 40 ans, à la maison de temps en temps ils me regardent avec les yeux ronds. Euh, je vais pointer une habitude et je vais dire là, on est arrivé à un point où personne ne se rend plus compte du pourquoi on fait la chose. Tu vois, dans le pourquoi, c'est pas mettre la cause, c'est mettre l'idée de la conscience voilà, à quoi me sert cette chose que je fais maintenant. Voilà. Et là, ça leur fait un petit peu bizarre à la maison. Tu peux l'empêcher de tourner en rond. ah oui, tu Euh, dois mettre toujours le doigt où il faut. non, Pour ça. ouais. Alors généralement, je le Ouais. sens. C'est vrai que j'avoue, je me suis rendu compte à ma propre surprise avec ce questionnement qui est très 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 présent chez moi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, alors pour ceux qui ont ce fonctionnement-là, il y a un moment où je me sens, comment dire, c'est pas il y a un moment où il y a comme de l'ennui, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est un moment, j'ai la question qui m'arrive dans la tête, et là, je sais que mon conscient, mon inconscient, en tout cas, l'ensemble des fréquences sont en train de me dire attention à ce que tu es en train de mettre en place. Il y a peut-être un truc qui est un peu bancal. Voilà. Et donc voilà, c'est l'ennui de faire la soupe, l'ennui de faire à manger. Et je me rends compte qu'en fait, je suis en train de faire à manger, mais par habitude. Il n'y a plus de conscience dans le geste de couper les carottes, de préparer quelque chose. Tu vois? Donc voilà, pour certains, sachez-le, ça peut être un signe, hein. Et puis tout simplement, de temps en temps, dans la journée, peut-être de vous dire une fois par jour, OK, comme dirait le sage chinois, chaque jour, je vais prendre un nouveau chemin. Bon, je ne sais pas où vous allez atterrir, vous allez peut-être revenir chez vous avec 45 minutes de retard, mais c'est pas grave. Vous aurez changé une habitude. Trouvez peut-être un nouvel itinéraire. Ça élargit un peu la zone de confort. Ouais. C'est ça. Et peut-être que de changer les habitudes, on recrée aussi de nouveaux itinéraires dans le cerveau. On recrée de la flexibilité dans le cerveau. Et ça, c'est important de le dire. Ah oui, ça On- crée des on- nouvelles connexions neuronales. Ouais, ouais, ça c'est. Exactement, nouvelle connexion neuronale. Donc, posez-vous des questions, par exemple, sur ce que vous êtes en train de manger. Qu'est-ce que je mange depuis un an ou deux, l'été, l'hiver? Est-ce que j'ai pas pris des habitudes? Donc là, vous allez chercher dans les livres de cuisine. Et puis, bah, c'est là où, avec volonté, vous dites, OK, je vais faire ça. Dans les 2 semaines, je vais faire un nouveau plat ou je vais refaire un plat que j'ai pas fait depuis 15 ans. L'habitude, c'est de se dire, OK, au bureau, je fais ça comme ça. Est-ce que c'est rationnel? Bah, par exemple, moi qui passais beaucoup dans les petites, parce que j'ai fait pas mal de postes, dans les petites et dans les grandes entreprises, je vais vous raconter une histoire. Donc, je travaillais à la banque. À l'époque, j'avais été embauchée comme assistante. Alors, l'avantage quand tu as fait plein de postes avant et que tu as été cadre, c'est que bah, le boulot de l'assistante, tu le revois un peu sous un œil différent. Et à l'époque, à la banque, quand on avait des lignes de crédit qui étaient accordées, c'est-à-dire des prêts, donc c'était prêts à des très très grosses entreprises, euh,
là, il y avait un dossier qui était fait par un chargé d'affaires. Ce dossier pouvait faire 15 pages, comme il pouvait faire 70 pages. Donc là, le truc, c'était de les imprimer sur l'imprimante. Et en fait, très rapidement, j'ai demandé quelles étaient les limites d'aller demander au service reprographie au sous-sol quelle était la limite d'impression. Et on m'a dit, il n'y en a pas. Donc, autant vous dire que quand il y avait 100 copies d'un document à faire en 25 exemplaires, je n'allais pas les faire à la photocopieuse, j'allais les faire au service reprographie. Donc, vous voyez, comme j'avais changé déjà l'habitude. Ensuite, on se baladait dans les couloirs avec des chariots. Donc, je ne peux même pas vous dire, j'avais parfois 1 mètre de papier. Et ce papier-là, il fallait le distribuer à la strate supérieure du chargé d'affaires, parce que c'est très pyramidal. Et la personne signait les documents qui allaient passer en commission. Et donc, je me souviens, je fais ça pendant 15 jours. Donc, je ne vous dis pas se trimballer avec une tonne de papier. Enfin bon, déjà, j'avais réussi le service reprographique, qui était content parce qu'ils s'embêtaient. Donc, eux aussi, je les sortais des habitudes. Ils étaient contents d'avoir une visite. Et à un moment, je suis allée voir au-dessus du chargé d'affaires et je lui dis, monsieur, est-ce que c'est nécessaire d'avoir votre signature originale sur chacun des documents? Et le type me dit non. Je lui dis donc peut-être qu'il serait un peu plus intéressant que je vous apporte un seul exemplaire, que vous signiez cet exemplaire et que cet exemplaire, je le récupère pour le faire photocopier en 15 ou 20 exemplaires. Il m'a dit oui. Et tu vois, Louis, ce qui était intéressant, c'est que d'abord, je gagnais du temps au niveau de l'organisation. Je gagnais de l'énergie parce que j'avais plus mon chariot avec 1 mètre de documents. Ah oui. Et surtout, tu vois, pour moi, ce qui était hallucinant, c'est que le mec était au-dessus du chargé d'affaires, qui gagnait quand même beaucoup, beaucoup d'argent tous les mois. Il n'est pas été capable de dire à la nénette que je remplaçais, peut-être que vous pourriez juste m'apporter un exemplaire. C'est-à-dire que le type, alors, c'était bien, ça lui faisait une pause, hein, il prenait chaque exemplaire, puis il y en avait 15, 25, 30, et il signait chaque exemplaire. Voilà. Donc, vous voyez, les habitudes, ça va très, très loin. Ça va très, très loin. Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions au boulot sur la légitimité, l'intérêt de ce que vous êtes en train de faire. Pareil quand vous cuisinez, pareil quand vous vous habillez. Et vous allez voir qu'il y a peut-être de nouvelles possibilités qui vont émerger et qui seront peut-être beaucoup plus intéressantes que les anciennes habitudes qui étaient censées nous faire gagner du temps. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Louis? Non, pas spécialement. Moi, j'aime bien l'idée effectivement d'essayer de faire les choses un peu différemment, par exemple, mais de commencer sur des choses simples comme un chemin habituel, euh, ouais, ou par exemple de faire la cuisine enfin, je sais pas, vraiment des choses simples, pas forcément s'attaquer aux choses les plus complexes, mais et puis d'essayer d'élargir au fur et à mesure, parce que justement, on élargit les connexions neuronales, puis après, je pense qu'on a je pense que ça a un effet nourrissant, c'est-à-dire qu'après, on va peut-être faire des rencontres qu'on n'aurait pas faites autrement, découvrir des choses, etc., qui vont nous ouvrir l'horizon. Et je trouve que c'est toujours quelque chose d'enrichissant. C'est encore une fois, c'est la recréation des autoroutes d'information, de nouvelles possibilités. C'est vraiment la conscience de l'habitude qui est importante. Et en Et plus, à mon avis, ça aide aussi à ce qu'on soit plus, euh, à ce qu'on voit les opportunités qui se présentent. ben Parce que oui, plus on a un champ de vision réduit, imaginez, vous baladez avec une paire d'œillères, hein, comme un cheval, hein, il voit que ce qu'il y a juste pile devant lui, quoi. Hein. Donc, ouais. toutes les opportunités qui sont sur les côtés, elles seront même pas vues. C'est peut-être un peu dommage, quoi. Ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du changement de contexte, qui est le changement d'environnement, et là tu vois plus, comme tu dis, les possibilités. Katrina nous dit pour les HPI, donc c'est les hauts potentiels intellectuels peut-être, qui ont dû se construire plus ou moins seuls à cause de leurs différences, car trop d'incompréhension, pas de notice. Oh ben si, bienvenue au club, Katrina, Louis et moi, c'est le cas. Ben, la notice, c'est d'apprendre à vous connaître vous-même. Alors c'est vrai que moi, la communication quantique m'a aidé parce qu'en fait, c'est le fait de dialoguer avec soi-même. Et là, Louis ne me contredira pas. Et les questions que je me pose, c'est qui suis-je? Quel est mon potentiel? Quelle est ma spécificité? Comment je fonctionne? Comment je fonctionne avec les autres?
et ça me permet de détecter à quel moment je tombe dans une habitude de comportement qui n'est pas juste du tout et qui va faire en sorte que je n'aurai pas une relation équilibrée à l'autre, équilibrée dans le sens où chacun va être vraiment dans son élément et qu'on va construire un chouette truc ensemble. Ou alors, quand est-ce que là, je suis vraiment dans mon élément, dans qui je suis, ça veut dire que cette fois-ci, c'est plus vraiment à moi de m'adapter parce que là, je suis vraiment là où je dois être. Voilà, donc moi, c'est vrai que j'ai un super truc qui m'aide bien. Et ce qui est important en tant qu'HPI, c'est vraiment d'aller reconnaître qui vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un pour faire le lien, et ben ça veut dire qu'il va pas falloir tout faire, tout vous-même, toute seule. C'est-à-dire à quel moment vous faites toute seule pour aller très très vite en tant qu'innovatrice et à quel moment il va falloir laisser la place à l'autre pour lui transmettre le bébé. Hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sinon, là, pour le coup, vous êtes plus du tout dans votre élément. Donc moi, je sais pas, Louis, si toi, tu as quelque chose à proposer dans ces cas-là. Moi, je proposerais Euh, une question non, quantique, je, mais je toi. proposerais, aussi une chose, c'est parce que quand on est dans ces circonstances-là, bien souvent, on a l'impression d'être seul, vraiment très Ouais. seul. Et maintenant, il y a quand même une certaine littérature sur le sujet. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus. On peut faire des quiz, des tests. Il y a des rencontres de groupes comme ça. Donc ça peut aussi aider à, voilà, quand je suis pas seul, comme je suis pas un ovni, ouf, on respire un peu et du coup on voit peut-être d'autres portes qui s'ouvrent et puis on a plus ce sentiment de solitude ou d'être un ovni, quoi, ce qui est quand même Ouais, assez important. je comprends. Il y a les crapauds fous. Ça, c'est intéressant. J'en parlerai de temps en temps. Il faut regarder sur Internet. Le manifeste des crapauds fous, c'est des scientifiques qui disent que justement, pour faire court, 90% de l'humanité a un fonctionnement basique qui est là pour pérenniser l'espèce de la façon la plus agréable possible, avec le minimum de pertes. Et que, alors au sein des êtres humains, c'est sûr, il faudrait voir pour les autres espèces, j'ai pas regardé, il y en a 10% qui ont un cerveau qui est câblé différemment. Alors là, pour le coup, les habitudes, c'est pas trop notre truc. Et ces 10%-là vont apporter une façon de voir le monde, de voir leurs concitoyens et vont proposer des fonctionnements qui sont complètement différents. Une autre manière de penser, de voir et d'agir. Donc, généralement, ces 10%, bah, ça émerge, ça fait un bon chiffre, hein, donc c'est là tout le temps. Et bah, souvent, ils sont sacrifiés parce que le groupe n'aime pas la différence. Mais quand il y en a un qui passe, il va apporter tellement de changements que l'ensemble du groupe fait un bond d'évolution. Voilà, donc il faudra aller regarder les crapauds fous. Et sur Internet, il y a des rendez-vous. Et puis évidemment, bah, là-dedans, c'est un vivier de gens qui pensent permaculture et autres façons de vivre, hein, avec des choses assez novatrices, ou en tout cas dans le faire ensemble. Ouais, je Donc oui, pense à oui. un auteur comme Monique de Kermadec qui a écrit qui écrit Oui. beaucoup sur tout ce qui est haut potentiel, surdoué, etc. T'es une mine d'or. Vas-y, redis-nous le nom. Elle s'appelle Monique de Kermadec. Il y a un Le bouquin Carnet. notamment qui s'appelle L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué. Tu Voilà. pourrais nous faire des fiches pour tout ça? Euh, Faudrait que je remette le nez sérieusement dedans. C'est vrai que c'est un truc chez toi, les fiches, hein. Je vois ça. Ça me fait gagner du temps. En fait, je lis la fiche, c'est comme si j'avais lu le livre, mais ça me prend 5 minutes. Il faudra que je me replonge dedans sérieusement, mais je sais qu'elle avait écrit là-dessus, que c'était ce qu'elle avait écrit faisait sens. Ouais, c'était plutôt bien fait. Et elle parlait justement de groupes, de gens qu'on peut rencontrer, etc., pour éviter de se sentir, voilà, une espèce de mouton noir. Alors, je vais vous lire un petit message parce que je ne nommerai pas la personne qui va peut-être nous écouter en rediffusion, qui m'a dit, tu sais, problème avec ma voiture, j'ai oublié de fermer le haillon et je suis rentrée dans le garage. Conclusion, j'ai loupé la rencontre. Voilà. Alors, elle me dit, voilà ce qui arrive quand on n'est pas ancré. Et moi, j'ai envie de lui dire, ben, donc je ne citerai pas son prénom, mais j'ai envie de lui dire, ma chérie, au moins tu as changé d'habitude. Voilà. Bon, c'est un trait d'humour. Bon, d'accord. Ça serait Pour intéressant faire qu'elle se pose la question pourquoi elle a posé cet acte manqué, ouais, aussi. ça. Aussi. Oh, les fiches. Bah oui, Evelyne, j'attends vos fiches. Et j'en ai plein à échanger avec vous. Euh,
Alors, écoute, Louis, moi, je te propose, j'avais juste préparé un tout petit truc sous forme de transmettre une information. Tu vois, il est 20h08, ce qui va me Mhm. permettre, pour terminer, peut-être on pourra rebondir sur ça. Et puis surtout, je vais appeler GoToWebinar pour essayer de comprendre pourquoi on n'a pas eu de caméra, de façon à ce que ce petit ennui ne se repose pas. Donc, je lisais un livre, j'ai vu, je lisais un livre. En ce moment, j'en lis, c'est pas mal. Et ça parlait des samskaras. Et ce qui était intéressant, c'est que, c'est là où c'est rigolo, c'est que ça parlait du samskara dans le terme, la vision d'habitude. Donc un samskara, c'est un nom, un mot oriental. C'est un mot qui est très très complexe, qui cumule énormément de thèmes, de compréhension. En gros, pour faire simple, le samskara, c'est le fait qu'il y ait des impressions qui se mettent sur notre corps subtil, que ce soit du physique jusqu'à la conscience profonde ou à l'âme. Le samskara, c'est la bête noire des gens qui sont entrés en spiritualité en passant par les voies orientales. C'est-à-dire que les gens qui méditent, les gens, voilà, tous les gens qui sont passés par les techniques orientales, les approches orientales, spirituelles, etc., connaissent le mot samskara. Et là, le samskara, c'est une catastrophe. Le samskara fait que ton âme revient. Le samskara fait que, ben, justement, s'il m'arrive des choses dans cette vie-là, c'est que j'ai des samskaras des vies d'avant. Alors là, on pourrait en parler. Ça a beaucoup évolué. Le cycle des samskaras, il y en a qui commencent à s'en sortir. Mais bon, on va juste rester sur la lecture de ce que signifie le samskara et comment des habitudes peuvent créer des samskaras. Donc, le samskara, c'est de dire que c'est une forme d'habitude inconsciente. C'est-à-dire que j'ai des pensées répétées pour mener à une action qui est une habitude, qui va donner un samskara. Ok, donc c'est-à-dire que mon habitude ne cherche pas, je mets en place une habitude et je ne suis pas ouverte au changement. Et en plus, cette habitude va s'ancrer dans un fonctionnement qui n'est pas juste. C'est là où ça crée un samskara. Et ça va plus loin. C'est qu'en fait, après, j'ai une culpabilité des choses que je n'ai pas faites ou que j'aurais pu faire. C'est-à-dire qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure avec Louis, le fait de mettre en place une action d'habitude, en réalité, ça entraîne une inaction. C'est-à-dire que je ne vais pas agir d'une façon différente. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai pris l'habitude de manger tous les soirs tout seul, je serai dans l'inaction de rencontrer du monde lors de soirées, par exemple. Ça, tu me suis, Louis? Oui, oui, je vois à quoi ça ressemble. Mhm. Vois un petit peu que ce samskara qui est une impression. Alors, c'est très très vaste, hein, les samskaras, c'est parce que j'ai pas bien fait quelque chose, les samskaras, c'est parce que j'ai une culpabilité. Mais il y a le samskara d'habitude, hein, parce que bah, l'habitude devient répétée, donc s'ancre chez moi, et en plus, je m'empêche d'avoir l'action vers quelque chose d'autre. Donc, le samskara, ça devient une pensée répétée, ça devient une habitude devient un samskara, parce qu'il y a une impression et une action sur différents plans. Alors, par exemple, euh, c'est faire quelque chose par habitude. Donc, pour aller travailler, il faut une voiture. Hein, donc là, j'ai une habitude. C'est-à-dire que la voiture, j'ai besoin d'argent. Et puis la voiture, ça va amener des réparations. Donc, j'ai encore besoin d'argent. Et donc, ben, je vais travailler pour avoir une voiture. Tu vois le truc, c'est que pour aller travailler, il faut une voiture et il me faut un travail pour avoir une voiture. Donc, vous voyez que là, on est dans un cercle vicieux. C'est là où est le samskara. Parce qu'en réalité, si j'ouvre ma conscience, ben, peut-être que tout simplement, je pourrais déménager. Ça peut se passer. Et finalement, tu te rends compte que mon appartement, aujourd'hui, ne répond plus à mon besoin et que plutôt que d'avoir une voiture, ben, je pourrais peut-être avoir un autre appartement plus proche du travail. Tu vois, le fonctionnement. Donc là, tu penses à l'action sur d'autres plans. Ou alors, tout simplement, bah, l'information, c'est que peut-être je vais trouver un travail plus proche de chez moi ou je veux peut-être demander et négocier un télétravail. Et à ce moment-là, je n'ai plus besoin de voiture parce que je suis seule chez moi et que mes enfants sont partis. Et je vais plutôt investir dans un vélo ou dans un scooter ou dans une moto ou dans un véhicule beaucoup plus petit, tu vois. Ou tout Mhm. simplement changer de métier.
C'est-à-dire que quand on fait quelque chose par habitude, quand il n'y a pas de conscience, il y a une notion de facilité, mais de facilité vicieuse, d'une facilité sans questionnement. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la zone de confort. Et au lieu de créer une réponse à mon besoin, je me crée une prison, un fonctionnement emprisonnant par rapport à un besoin qui ne pourrait plus être nécessaire. Tu vois, la voiture. Parce que c'est facile d'aller au bureau en voiture, je ne pense pas à toutes les autres solutions. Et donc, en réalité, c'est là où ça va créer un samskara. Parce que ça va plus loin que ça. Je vais aller peut-être au bureau qui ne me convient plus, et donc créer une habitude, peut-être créer une colère, etc. Et en réalité, c'est une partie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chez moi, dans mon fonctionnement, avec ce questionnement intérieur qui est très très fort, à un moment, quand l'ennui apparaît, c'est que je me rends compte que j'ai une partie de moi qui rentre en lutte avec une autre partie en disant attention, cette habitude, ça va plus. Tu vois. Voilà, pensez que les samskaras, ça peut être aussi créé par l'habitude. Donc tous ceux qui ont peur des samskaras, surtout changez vos habitudes. Hein. Donc soyez vraiment très très attentifs à ce qu'il y a derrière vos désirs et vos choix. Parce que si ça se trouve, vos désirs et vos choix sont un fonctionnement d'habitude. Donc là, vous allez créer des samskaras parce que vous voulez à tout prix remplir un désir, alors qu'en réalité, ce désir, c'est l'habitude d'avoir quelque chose de neuf toutes les semaines. Mais vous ne vous en êtes tellement pas rendu compte, et en fait, toutes les semaines, vous achetez un habit neuf, un objet, un truc, pour constamment avoir du neuf à la maison. Donc, faut pas être non plus trop dur envers soi-même, mais peut-être si dans les jours qui suivent, vous pouvez juste avoir ce petit questionnement de est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire maintenant? Est-ce que c'est utile? Tiens, ça va m'apporter quoi? Oh, ça sert à ça. Ne vous mettez pas la pression, mais ça pourrait lancer ce questionnement et peut-être changer deux, trois petits trucs intéressants. Voilà, Louis, pour ma petite case, ma petite explication du samskara dans l'habitude. D'accord. C'est Fallait nouveau, c'est savoir. intéressant. Mhm. Tu vois, c'est une lecture qui est pas souvent transmise. On parle du samskara en tant qu'impression, en tant que culpabilité, en tant que mauvaise action. Mais bon, encore, on pourrait en discuter, hein, parce que mauvaise action, c'est un jugement. En fait, dans la tradition orientale, un bon voleur, s'il le fait bien, il n'aura pas de samskara de vol. Voilà, donc ça devient rigolo. Ou en réalité, le samskara, c'est aussi quelque chose que tu te crées, notamment par peur ou par culpabilité. Voilà. Donc tu rentres dans des habitudes, dans des habitudes qui visent à la préservation de qui tu es, alors qu'il n'y a peut-être pas besoin de ça, surtout aujourd'hui en Occident où on est relativement en sécurité. Voilà pour ma partie. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Toi, tu as des choses à dire. Bon, je trouve qu'on arrive au bout. Enfin, il me semble qu'on arrive au bout On arrive au bout. du Bon, rendez-vous. voilà. Avant de te laisser juste peut-être terminer, je vais dire que bon, l'émission va être en rediffusion quelques jours, puis je vais la supprimer parce que sans image, c'est pas très fun. Et puis j'ai plutôt envie qu'on garde un truc sympa en tête. Donc, et je vais appeler GoToWebinar. Voilà. Donc de mon côté, je vous souhaite tous une belle soirée et je vais laisser. Oui, on va préparer avec Louis un petit agenda et pareil, on vous préviendra quand il y a un prochain rendez-vous. Ça sera une fois par mois, quelque chose comme ça. Et puis, soyez pas inquiets. Si un jour Louis et moi, on a prévu un rendez-vous et qu'on peut pas le faire, eh ben, on enverra quelqu'un d'autre parce qu'on aime bien partager. Hein, et puis que c'est par la diversité, justement, qu'on va tous sortir des habitudes et ouvrir de nouvelles autoroutes neuronales. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Et Louis, à toi, le mot de la fin. Euh... ça, c'est vache, ça. Courage. Euh, Bah oui, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, faites des choses qui soient justes pour vous, pas parce qu'il y a le bon conseil d'un bouquin ou des recommandations de quelqu'un d'autre, mais faites quelque chose qui vous corresponde, qui soit aligné avec qui vous êtes. Ça semble quand même important. C'est primordial. Si on veut aujourd'hui s'en sortir, c'est créativité créativité, autonomie dans le sens de faire avec les autres. C'est primordial. Ouais. Ok, ok. Bah écoutez, belle soirée à tous, hein, Louis. Et puis Bonne belle soirée, soirée à toi aussi. bonne À soirée, bientôt. Agathe. À Ciao, ciao. bientôt.
Ciao.